Bon, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. On n'est pas très nombreux, mais il n'y a que des gens très sympathiques, des gens que j'aime bien, et des gens qui vont s'intéresser un peu à la même chose. Et on va travailler ensemble, et je pense qu'on a déjà commencé à travailler ensemble. Comme j'ai dit en introduction, ça c'est la photo du Mont Rainier à côté de Seattle, où j'étais la semaine dernière au Congrès du Sommeil, et il y a certaines données que je vous ai ramenées, que je vais montrer là. Donc je voulais remercier d'abord Aline Prin, mon assistante, certains d'entre vous la connaissent. Elle est là ce soir, elle a même amené sa fille parce qu'elle n'avait personne pour la garder. Je voulais la remercier publiquement parce qu'elle s'est beaucoup investie dans le sommeil. Elle a passé le DU du sommeil et elle est major nationale sur toute la France. Donc vous pouvez la féliciter. Elle travaille beaucoup, elle s'intéresse beaucoup, et c'est très important d'avoir une bonne technicienne pour avoir de bons tracés, faire de bonnes analyses et vous donner de bons résultats. Deuxième personne que je voudrais remercier, c'est Mme Pascal-Collet, c'est la société Vitalaire qui équipe nos patients en machines, en oxygène, et qui nous aide pour ce soir. Ensuite, je voulais remercier tous les médecins qui sont là. Je vais commencer par Régine Arnaud, qui s'est mis à faire des orthèses d'avancée mandibulaire, et donc les patients vont pouvoir être traités complètement à l'Institut. L'équipe d'ORL dont on discute assez régulièrement, qui vont commencer également, qui voient déjà mes patients, parce que comme je vais vous le montrer, c'est une maladie essentiellement à point de départ ORL, et donc le bilan, l'examen ORL est important. Ils vont commencer à développer une technique qui s'appelle l'endoscopie de sommeil, c'est-à-dire aller regarder ce qui se passe au niveau du larynx pendant que le malade dort, parce que les apnées du sommeil, ça se passe la nuit. Une des difficultés, c'est de savoir où se situe l'obstruction pour adapter les événements, éventuellement une orthèse, éventuellement un traitement chirurgical. Je voulais remercier aussi l'équipe de chirurgie bariatrique. Moi, je suis là depuis 1986 et j'ai vu la mise en place de la chirurgie bariatrique se développer de façon importante, rigoureuse, avec des résultats, enfin, je le dis, on est entre nous, c'est pas pour passer la promenade, mais avec des résultats appréciables. Hein. Je vais en parler. On revoit des patients qui ont perdu 30-40 kilos et à qui on peut enlever des machines. Je vais remercier Monique Chanas et l'équipe des nephrologues, parce que je vais parler pas mal de reins, et d'un peu une nouvelle théorie aussi concernant des mouvements d'eau au niveau de l'organisme, qui favorisent également les problèmes d'apnée du sommeil, qui explique aussi pourquoi on en voit pas mal chez les insuffisants rénaux et chez les insuffisants cardiaques. Je voulais remercier Norbert Ballarax. Je sais que ses interventions lors des RCP sont toujours pertinentes. Ça l'intéresse, les problèmes de métabolisme, ça l'intéresse beaucoup. Les apnées du sommeil sont obèses. Et donc, il est au premier rang également de la prise en charge, ainsi que l'équipe des cardiologues. Ils ne sont pas là, ils ont beaucoup de travail, mais bon, je travaille aussi, on travaille régulièrement avec Jean-Pierre Elpez et Alain Bioubi, mais également aussi la chirurgie cardiaque. On va voir que c'est des situations qu'on rencontre en préopératoire, et les diagnostiquer et les traiter en préopératoire permet de diminuer les complications, la mortalité. D'obésité, de syndrome métabolique, de sommeil en général, et notamment de dette de sommeil, c'est que les gens dorment peu, d'apnée du sommeil et reins, j'ai fait des diapos spécialement pour Monique, du traitement. Je vais essayer de centrer surtout sommeil, métabolisme et pathologie cardiovasculaire, et insister sur la prise en charge multidisciplinaire de ces problèmes. Suivante, s'il te plaît. Alors, on commence toujours par des définitions. Un syndrome d'apnée du sommeil, ça se définit avec l'association de signes cliniques. Il faut que soit les patients aient une somnolence diurne qu'on appelle excessive, ou au moins deux des signes suivants, les étouffements, les éveils multiples, le sommeil non réparateur, la fatigue, des troubles de la concentration, et il faut qu'ils aient sur des enregistrements plus de 5 événements obstructifs par heure de sommeil. Suivante. Voilà. Alors, il y a schématiquement deux types d'apnées du sommeil, des apnées obstructives et les apnées centrales. Les apnées obstructives, c'est des collapsus répétés durant la nuit des voies aériennes supérieures. L'apnée centrale, c'est un problème de régulation au niveau cérébral de la respiration. En pratique quotidienne, dans 90% des cas, on a affaire à des apnées obstructives.
Les 10% qui se restent concernent essentiellement des patients avec insuffisance cardiaque. On ne va quasiment pas en parler ce soir parce que c'est un autre problème. Et alors là, on y est jusqu'à demain. Donc les apnées obstructives, il se produit un collapsus des voies aériennes supérieures la nuit. Et vous voyez, la zone qui se referme est ici, en arrière des fosses nasales, de la langue, de l'épiglotte. La difficulté pour traiter ces patients, c'est de savoir à quel endroit va se situer l'obstruction. Quand on dit obstruction des voies aériennes supérieures, on pense tout de suite, il suffit d'aller opérer pour dégager et on va régler le problème. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que si on n'identifie pas la zone où ça va se boucher, les opérations ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Il se produit donc à l'inspiration un déséquilibre entre les forces qui vont maintenir ouvertes les voies aériennes supérieures et la force que va générer le diaphragme pour faire pénétrer l'air au niveau des voies aériennes. Suivante. Alors, ces collapsus vont entraîner, vous voyez, des arrêts de la respiration. Ici, on enregistre le flux nasal par une canule nasale au niveau du nez, et on a des successions de phases de respiration, d'arrêts, de reprises respiratoires et d'arrêts. Ces apnées peuvent être longues, ici 108 secondes. Et les mouvements respiratoires, en général, persistent. C'est ce qui définit l'apnée obstructive, c'est-à-dire qu'ici, c'est bloqué, et le malade continue à respirer, et en général avec un décalage de phase entre le thorax et l'abdomen. Vous voyez ce que ça donne si on enregistre la saturation nocturne. Vous voyez que ça, c'est le patient en l'état de veille, il commence à s'endormir. Il y a toujours une baisse de saturation à l'endormissement. Et la succession d'apnées entraîne des phases de désaturation et de réoxygénation. Alors, effectivement, la phase de désaturation, c'est néfaste pour l'organisme, mais il y a aussi la phase de réoxygénation qui n'est pas bonne et qui s'apparente à ce que les chirurgiens connaissent bien et aussi les néphrologues, qui est le syndrome de revascularisation d'un membre. Et il faut bien se réaliser qu'un patient qui fait beaucoup d'apnée dans la nuit, il a une succession de désoxygénation, de réoxygénation, tout ça avec des conséquences dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très néfastes pour l'organisme. Ici, au passage, on enregistre la fréquence cardiaque, et vous voyez que de même, il y a un aspect qu'on appelle peigné de la saturation, il y a un aspect irrégulier de la fréquence cardiaque. Diapositive suivante. L'autre type d'apnée, ce sont les apnées centrales qui sont liées à des troubles de la régulation cérébrale de la commande ventilatoire et qui concernent essentiellement l'insuffisance cardiaque et puis certaines maladies neurologiques. Ce type d'apnée est caractérisé par des phases crescendo du volume courant, suivi d'une phase décrescendo, puis un arrêt respiratoire, et ça recommence, ça s'arrête, ça recommence, ça s'arrête, et il n'y a aucun mouvement du thorax et de l'abdomen. Dans l'apnée obstructive, les mouvements du thorax et de l'abdomen persistent, souvent en opposition de phase. Dans l'apnée centrale, tout s'arrête, c'est le cerveau qui ne commande pas. Ça entraîne également des baisses, des fluctuations de la saturation. Le mécanisme est totalement différent. C'est un mécanisme qui fait intervenir la congestion pulmonaire, le délai d'information entre la perception d'une anomalie respiratoire et sa correction dans le cerveau. Dans l'insuffisance cardiaque, le temps circulatoire est allongé, le sang met plus de temps pour partir du glomus carotidien qui enregistre les variations du PO2 pour aller informer le cerveau. Et donc il y a un décalage entre l'anomalie et sa correction, je parle sous le contrôle d'Alain Newby, qui fait que ce cycle crescendo-décrescendo s'installe. Bon, après, on peut rentrer dans des choses un peu plus compliquées, mais l'apnée arrive quand la PCO2 descend au-dessous d'un certain seuil. Quand la PCO2 descend au-dessous d'un certain seuil, la respiration s'arrête. Et ce seuil est abaissé chez l'insuffisant cardiaque. Je m'arrête là pour l'apnée centrale. Tout le reste va concerner l'apnée obstructive. Diapositive suivante. Voilà, on va passer sur les mécanismes. En ce qui concerne donc les... Pardon, tu peux revenir en arrière. Tu fais retour là. Voilà. En ce qui concerne le problème de l'apnée obstructive, il faut considérer que la partie qui se collabe est représentée par des tissus mous
entre deux parties rigides. Le fin des fosses nasales, donc c'est une structure osseuse, la trachée, c'est du cartilage, c'est rigide, et entre les deux, il y a une structure qui est, je dirais, molle. Et donc, quand on crée une dépression, ici, c'est le diaphragme qui va générer cette dépression. Si cette partie-là n'est pas assez rigide, ben les parois vont se collaber. Et donc, il y a un déséquilibre entre les forces d'aspiration et les forces qui vont maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Alors, il y a plusieurs éléments qui interviennent ici. Il y a d'abord des muscles qui maintiennent ouvertes les voies aériennes supérieures, hein, le génioglosse. Il y a aussi la structure des voies aériennes qui deviennent plus fragiles, notamment chez les personnes âgées. Il va y avoir chez les gens qui prennent du poids, en particulier chez les hommes. Les hommes, quand on grossit, on se met de la graisse là et là, sur la partie axiale, hein, c'est l'obésité androïde. Donc, il y a de la graisse qui va s'accumuler ici. Et il peut y avoir aussi de l'eau. Dans les phénomènes de redistribution du secteur vasculaire extracellulaire, il peut y avoir de l'eau, notamment chez l'insuffisant cardiaque, notamment chez l'insuffisant rénal. Je vais y revenir après. Le simple fait, par exemple, de passer de la station debout ou à la station allongée, il va y avoir un dépassement de fluide qui est de l'ordre d'environ 300 cc, mais qui peut aller jusqu'à un demi-litre. Et ceci n'est pas négligeable. On voit tout de suite qu'il y a certains éléments qui vont également favoriser les apnées en agissant sur les muscles dilatateurs du larynx, notamment le génioglosse. L'alcool. Les gens qui vont boire un peu trop le soir, ils vont faire davantage d'apnée. La prise de benzodiazépines, de morphiniques, les mouvements liquidiens. Il y a des cas de neuropathie, notamment chez les diabétiques type 1 qui développent de façon précoce des neuropathies. Il peut y avoir des neuropathies qui s'installent à ce niveau et qui favorisent ce collapsus. Diapositive suivante. Donc ça, c'est tous les mécanismes qui conduisent aux complications cardiovasculaires. Je reviens pour insister sur la séquence hypoxémie-réoxygénation, hein, qui s'apparente au syndrome de Cormier-Legrain. Bon, il y a également le rôle des changements de pression intrathoracique et les micro-éveils. Diapositive suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-éveil? Un micro-éveil, c'est des perturbations de l'activité de l'électroencéphalogramme, ça c'est le micro-éveil cortical, et puis des modifications du système autonome, notamment une tachycardie, mais notamment une poussée d'hypertension. Ça c'est un enregistrement où ici vous avez l'électroencéphalogramme, vous avez ici l'électrocardiogramme, ici le muscle du menton, le ronflement. Et là, vous avez le débit des voies aériennes. Donc ici, le patient respire. Et ici, vous avez les sangles thoraciques, abdominales, la saturation, la fréquence cardiaque. Donc ici, vous voyez, le patient respire. Donc il y a un débit positif, négatif. Le patient respire. À partir de là, il s'arrête. Donc ça définit une apnée. Une apnée, il faut que ça dure au moins 10 secondes. Ici, ça dure 10, 20, 30, 40 secondes. Donc le patient ne respire pas pendant 40 secondes. Vous voyez que les sangles ici sont en phase, elles sont en phase, le thorax et l'abdomen se soulèvent et s'affaissent, et ici elles se mettent en opposition de phase, hein, c'est tout à fait caractéristique d'une obstruction des voies aériennes supérieures. La saturation baisse, la fréquence cardiaque également, et augmente. Et il y a une phase qui est très importante, c'est la fin de l'apnée. Et c'est souvent la fin de l'apnée qui est aussi délétère que l'apnée elle-même, puisqu'il va se produire ici un micro-éveil, c'est-à-dire, vous voyez, le cerveau, l'activité électroencéphalographique va se modifier, ça va entraîner une remise en tension des muscles, une réouverture des voies aériennes, et normalement, là on ne le voit pas bien, mais une tachycardie. Si on enregistre en même temps la tension artérielle avec des appareils de type Misapress, on enregistre une petite poussée d'hypertension artérielle. Alors ce phénomène va se reproduire toute la nuit.
avec une succession de micro-éveils, une succession de baisse et de réoxygénation, une succession de baisse et d'augmentation de la fréquence cardiaque, et de pics d'hypertension artérielle. Et si on dose les catécholamines urinaires, on a une augmentation également, un reflet de l'activité sympathique. Diapositive suivante. Ça, c'est un exemple de micro-éveil cortical. Oui, ça, c'est un électroencéphalogramme normal. On est en stade 2 de sommeil. C'est un stade de sommeil léger. On a 3 stades de sommeil schématiquement. Le sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal étant celui où on rêve, on l'appelle paradoxal parce qu'il y a un relâchement musculaire, mais en fait, le cerveau est en activité. Il y a une irrégularité de la fréquence cardiaque. C'est une phase de sommeil importante qui sert notamment à tous les processus de mémorisation. Donc là, on est en stade de sommeil léger. Vous voyez que ça, c'est une activité à peu près normale. Et le micro-éveil correspond, vous voyez, à ces modifications, à cette accélération du rythme de l'électroencéphalogramme. Ici, on enregistre le muscle du menton, et qu'il y a une petite contracture du muscle du menton. On ne le voit pas bien, mais l'électrocardiogramme accélère. Donc le déroulement du sommeil est interrompu et fragmenté par ce qu'on appelle ces modifications de l'électroencéphalogramme. Ça ressemble à une phase d'éveil, mais c'est trop court pour éveiller le patient. Diapositive suivant. Ici, on est à une phase qu'on appelle sommeil paradoxal. Dans cette phase de sommeil, il y a un relâchement musculaire, notamment des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures, ce qui fait que les apnées surviennent également de façon plus préférentielle durant cette phase-là. Mais le sujet bouge, vous voyez ici c'est l'enregistrement de l'oculogramme, le sujet bouge les yeux. Si vous avez un chat chez vous, que vous le regardez dormir, il y a des moments où le chat, il va avoir les yeux qui bougent sous les paupières, il va avoir des moments où tout en dormant, il va envoyer une patte pour attraper une souris. C'est une phase où on dort, mais le cerveau est en activité. C'est comme si ça évoque un peu quelqu'un qui regarde un film, qui suit un film tout en dormant. C'est une phase de sommeil importante dans tous les processus de mémorisation de l'organisme. Et vous voyez donc, ça, c'est l'activité normale du sommeil paradoxal. Et là, cette activité s'interrompt avec une accélération du rythme, une contraction musculaire et une augmentation de rythme cardiaque. Et donc, la modification de cet électroencéphalogramme de façon régulière toute la nuit, il est tout à fait logique de penser que ça perturbe, que ça entraîne de la somnolence, de la fatigue, des troubles de la mémoire. Alors là, de façon anecdotique, vous voyez, il peut y avoir des gens qui s'arrêtent de respirer pendant presque 4 minutes. Vous voyez, là, ils respirent une dizaine de fois, et puis il reste 3 minutes 56, alors que le thorax et l'abdomen se soulèvent et s'affaissent, et vous voyez la désaturation importante. Vous voyez, là, le patient est à 76 de saturation. C'est quand même assez bas. Il reste 4 minutes à 76 de saturation. En quelques minutes, il est projeté à 4800 mètres d'altitude et il y reste. Donc tout ça, il est tout à fait logique d'imaginer que ce n'est pas bon pour l'organisme. Suivante. Alors on sait que c'est pas bon pour le système cardiovasculaire. Vous voyez, ça c'est des patients qui ont été suivis pendant 12 ans. Ça c'est des apnées. Ici c'est le taux d'événements cardiovasculaires mortels, que ce soit mort brutale, accident coronarien, trouble du rythme. Vous voyez que chez les gens qui ont des index d'apnée et d'hypopnée à plus de 30 par heure, il y a une différence très nette de mortalité au bout de 12 ans. Ça, la vert, c'est les sujets normaux. Les bleus, c'est les sujets qui ont des apnées du sommeil, mais qui sont traités. Donc, diapositive suivante. C'est également très fréquent au cours de la pathologie cardiovasculaire. Ici, il y a quelques grands groupes. Vous voyez, chez les patients hypertendus tout venant, on est à peu près à 45% d'apnéiques. Chez les malades, il y a un peu moins chez les patients qui ont des maladies coronariennes, 30%. L'insuffisance cardiaque, ça arrive jusqu'à 50%. L'AVC, 60%. Mais c'est surtout le problème de l'hypertension artérielle réfractaire, c'est-à-dire l'hypertension artérielle
qui est mal contrôlé malgré 3 traitements, dont un diurétique, c'est-à-dire quelqu'un qui reste déstabilisé malgré un traitement important. Ce qui fait que maintenant, et ça les cardiologues savent bien, devant des hypertensions difficiles à contrôler, réfractaires, ou même des hypertensions tout venant, il vaut mieux rechercher des apnées du sommeil qu'un phréochromocytome qui est rarissime ou qu'une sténose de l'artère rénale. Diapositive suivante. C'est un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que le tabac, le diabète, mais vous voyez, si on compare le poids de chaque facteur de risque, ça arrive avant l'hypertension et les dyslipidémies, ça vient tout de suite après le tabac et le diabète. Donc il faut le prendre en compte, il faut le gérer au même titre qu'une dyslipidémie, au même titre qu'un diabète pour préserver l'avenir cardiovasculaire des patients. Il y a différents tableaux, il y a différentes présentations cliniques et ça m'amène aussi à parler la mode est au phénotype, il y a des malades différents, et à chaque malade différent, on va peut-être privilégier un traitement différent. Ça, c'est le tableau typique, pas besoin d'être grand expert en pathologie du sommeil pour savoir que... Oui, parce qu'il est allongé, mais enfin, il a un BMI qui peut-être, il mériterait d'être à ta consultation, ce patient. Hein. Il a un excès pondéral, il somnole, il ronfle, il est hypertendu. Ce patient, il a probablement un gros apnée du sommeil, il relève d'une machine, il relève du docteur Baralac et il relève de l'équipe chirurgicale de chirurgie bariatrique s'il a un BMI à plus de 35 ou à plus de 40. Mais les tableaux peuvent être moins évocateur. Ça peut être un cadre un peu moins jeune, mais qui se plaint de troubles de la mémoire, déficit de l'attention, qui devient plus nerveux, son épouse ne le supporte plus, il peut être un peu dépressif, sa personnalité change, il a des problèmes de libido, il a des troubles de l'érection. Hein, il faut savoir que c'est un facteur net associé à d'autres, tout un contexte. Hein, souvent un peu d'hypertendu, il a un peu de bêta-bloquant, il a une glycémie qui n'est pas très bonne, et tout ça s'associe pour perturber les troubles de l'érection. Ensuite, il y a d'autres types de patients. Il y a des patients minces. Et là, en général, c'est des on ne peut pas parler de malformation, mais maldisposition du massif facial, notamment avec un profil rétrognate. Alors ces jeunes, ils sont plus souvent fatigués, ils peuvent avoir des index élevés, on en a eu récemment. Alors ceux-là, ils bénéficient de tout l'intérêt de l'examen ORL, soit d'une chirurgie ou bien d'une orthèse d'avancée mandibulaire. Et ça, c'est en fonction du bilan ORL, de l'examen de l'endoscopie de sommeil, qui va pouvoir nous dire s'il faut mieux l'opérer ou s'il vaut mieux mettre une orthèse d'avancée mandibulaire. Après, bon, il y a d'autres circonstances. Voyez, les patients, c'est l'épouse qui remarque en général, parce que les hommes n'aiment pas parler de leur sommeil, ils trouvent qu'ils s'endorment en réunion, c'est souvent l'épouse qui nous les amène, parce qu'elles ont peur dans le lit qu'ils s'arrêtent de respirer, elles le secouent. Les cardiologues qui nous adressent les patients avec une hypertension chez lesquels ils ont du mal, avec en particulier des chiffres plus élevés au matin, s'ils font des enregistrements, des MAPA, ils constatent que la nuit, il n'y a plus la baisse physiologique, ce qu'on appelle le profil non-deeper. Les gens se plaignent essentiellement de céphalée matinale, des troubles du rythme, des troubles de la conduction. Il y a également des circonstances particulières, en particulier des ruptures de plaques chez des patients qui n'ont pas d'autres facteurs de risque de maladie coronarienne, pas de dyslipidémie, qui rentrent dans la maladie coronarienne par une rupture de plaques. Bien entendu, on les voit souvent avant que les ronflements. Comme je dis aux patients, le ronflement est quelque chose de gênant, mais parfois se cache derrière un ronflement, un syndrome d'apnée du sommeil, et il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'apnée avant d'opérer un ronfleur, parce que le traitement est différent, le geste chirurgical peut être différent, il aura également besoin d'une machine. La chirurgie bariatrique, on va y revenir tout de suite, ça fait partie du bilan, d'une part pour apprécier le risque opératoire, quelqu'un qui a un index d'apnée et d'hypopnée élevé a un risque de complications opératoires plus important, d'un séjour en réa prolongé, d'infection bronchique et même de maladies thromboemboliques.
Et puis il y a des atteintes plus particulières, des dépressions d'installation brutale, sans antécédent particulier, des atteintes particulières du nerf optique. L'obésité. Tu peux recliquer dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je sais qu'il y a en France un registre qui s'appelle le registre OBEPI, qui est une augmentation très nette de la prévalence de l'obésité. On suit les Américains. Pour vous donner un chiffre, dans la banlieue de Chicago, il y a 30% des adolescents qui sont obèses, c'est-à-dire avec un index de masse corporelle supérieur à 30. Il y a de la chirurgie bariatrique, il y a un gros secteur de chirurgie bariatrique dans le prurient tropical de Chicago qui s'occupe uniquement d'opérer des enfants. Enfin, c'est un problème majeur. Diapositive suivante. Donc, il y a un lien très net, hein, c'est le principal facteur de risque apnéique. Quand l'index, vous voyez, même pour des petits index, hein, entre 5 et 15, il y a 41% d'obèses. Souvent, dans les malades que nous envoyez, on vous dit syndrome d'apnée du sommeil léger, entre 5 et 15, c'est léger. Il y en a 41%. Entre 15 et 30, c'est des apnéiques modérés, il y en a déjà 1 sur 2. Et, les apnéiques à plus de 30, c'est des malades sévères. Il y en a à près de 60%. Inversement, 60% des patients apnéiques sont obèses et à plus de 40%, ça c'est vraiment des obésités morbides. Hein. Il y a un patient sur 2 qui est sévère. Alors je vous ai dit, il y a la graisse qui s'accumule au niveau des voies aériennes et paradoxalement, ces obèses ont des petits volumes pulmonaires. Diapositive suivante. Et alors, dans l'obésité, dans la graisse, il faut différencier la graisse sous-cutanée que vous avez là, sous la peau, de la graisse viscérale qui est autour des viscères, autour de l'abdomen. Et si je vous ai dit qu'il y a une relation entre obésité et apnée du sommeil, cette relation, elle est encore plus forte entre la graisse viscérale, entre l'obésité viscérale, et c'est elle qui est responsable des complications cardiovasculaires parce qu'elle fabrique des métabolites, des médiateurs inflammatoires et qui vont générer toutes ces complications. Et donc il y a une relation très nette entre la graisse viscérale qu'on peut mesurer si on s'amuse à faire des scanners et l'index d'apnée d'hypo. Et souvent, quand on soigne ces malades obèses à qui on leur met une machine, on leur dit ben, vous mettez la machine, vous allez bouger, vous allez faire du sport, vous allez maigrir. Ils reviennent nous voir 2 mois après, ils nous disent ah ben non, j'ai pas maigri, ils sont pas contents. Mais en fait, il y a une redistribution de la graisse et des muscles. Si on mesure la graisse viscérale, elle diminue au profit du muscle parce que le patient a bougé. Vous voyez, la graisse, elle peut s'accumuler là, autour du cœur, ça entraîne une surélévation des coupoles. Et par rapport à un sujet normal, un sujet obèse va avoir une baisse de ses capacités pulmonaires et il va ventiler aussi à bas volume. Chez ces patients, il peut arriver une complication plus importante. Je vous en parle parce que c'est ce qu'on appelle toujours le syndrome de Pickwick. L'apnée du sommeil NMS, ce n'est pas le Pickwick. Souvent, les gens nous disent j'ai maladie Pickwick. Non, le Pickwick, c'est quelque chose de plus grave. Hein, c'est des gens qui ont un appareil respiratoire qui ne leur permet plus de maintenir un taux de gaz carbonique normal dans la journée. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de retentissement nocturne dans l'hématose que ça retentit également le jour et ils ont une hypercapnie. Ça, c'est quelque chose de grave, une hypercapnie. Les anesthésistes le savent, s'il y a un patient hypercapnique, le fait de l'endormir, on va au-delà de complications sérieuses. Alors, ils deviennent hypercapniques parce que, vous voyez, la phase d'apnée est beaucoup trop longue par rapport à la phase de la reprise ventilatoire. Quand le patient arrête de respirer, il accumule du gaz carbonique et il n'a pas assez le temps de l'évacuer. Ensuite, ils ont une anomalie d'une hormone qui est une hormone importante, qui est produite par les cellules graisseuses, qui agit sur l'hypothalamus et qui agit en réaction à la surcharge pontorale pour supprimer l'appétit, augmenter les dépenses énergétiques et stimuler la respiration. Et chez ces obèses, ils ont une leptine résistante. Alors, je sais qu'il y a des recherches pour restaurer la résistance à la leptine qui permettraient de traiter ces problèmes d'obésité, de surcharge pondérale et
de troubles ventilatoires liés à cette surveillance pondérale. Et ça, si on prend des souris à qui le gène de la leptine manque, si là, on leur injecte du sérum Phi, ben, elle va devenir obèse, elle va dormir tout le temps, elle ne va plus bouger. Et si on leur injecte de la leptine, elles vont avoir un... Le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est une entité qui associe des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Alors, c'est une entité qui est discutée. Je ne sais pas ce que Norbert me dira tout à l'heure, peut-être qu'il n'y croit pas, mais on a un syndrome métabolique quand on associe 3 des anomalies. Soit on a un tour de taille à plus de 102 cm chez les hommes, 88 chez les femmes, on a plus de 1,50 de triglycérides où on est traité, où on a moins de 0,40 de HDL ou 0,50 pour la femme. On a des chiffres tensionnels qui sont au-dessus des normes et on a une tendance à avoir un peu de sucre, un prédiabète ou un diabète traité. Pourquoi on s'intéresse au syndrome métabolique? Parce d'abord, il est très fréquent chez le patient apnéique. Vous voyez, il y a 9 à 10 fois plus de syndrome métabolique chez l'apnéique que dans la population générale, et que ça augmente de façon importante par le risque de maladie cardiovasculaire, 3 fois chez l'homme, presque 4 fois chez la femme, et vous voyez, le risque de diabète de type 2 est de 23 à 29. Enfin, ils deviennent quasiment tous diabétiques, probablement. Et, alors, je vais rapidement... la relation entre apnée du sommeil et hypertension, c'est la relation parmi les maladies cardiovasculaires la plus nette. Et le fait de traiter par une machine, on améliore les chiffres tensionnels. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Hein, on fait baisser la systolique de 1,89 et la diastolique de 2,19. C'est en moyenne, mais ça dépend d'une part de la gravité et de la durée d'utilisation de la machine. Vous voyez que c'est les gens qui mettent une PPC plus de 5h6, alors là, les chiffres tombent à 3,7 ou 5,7 pour la diastolique. Ça commence à être important. Diapositive suivante. Mais c'est surtout, si on le compare à un Zartan, on fait beaucoup moins bien. Il ne s'agit pas de dire que la machine va supprimer le traitement antihypertenseur. Le Valsartan, par exemple, fait baisser la pression moyenne de 9 à peu près, la PPC de 2. Par contre, suivante, Jean-Claude, si on associe les deux, alors là, on a un effet très important. Ne regardez pas les chiffres, mais la machine potentialise l'effet, ça a un effet synergique avec le traitement antihypertenseur. D'où l'intérêt chez les patients qui ont une hypertension qui résiste, qui ont 3 antihypertenseurs, voire 4, de rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, de les traiter. Et là, on améliore le contrôle et on peut diminuer le traitement. Diapositive suivante. Quand on a des apnées du sommeil, vous voyez, entre 5 et 15, si on suit des patients sur un long terme, hein, c'est une étude qui a duré plus de 10 ans, vous voyez, si on n'ajuste pas pour la masse corporelle, c'est-à-dire le tour de taille, on a un risque de 4 fois supérieur à développer un diabète de type 2, mais quand on ajuste sur le tour de taille, vous voyez, le risque tombe à 1,2. Il faut dire qu'il y a des facteurs confondants. L'obésité est un facteur confondant dans toutes ces pathologies, notamment diabétiques. On a une corrélation également avec le contrôle du diabète. Vous voyez que les patients, en fonction de leur index d'apnée d'hypopnée, ils ont un taux d'hémoglobine A1C qui va crescendo. Conséquence, c'est que si vous avez un diabétique déséquilibré, bon, il y a les causes habituelles de déséquilibre, mais également le syndrome d'apnée du sommeil. Autre pathologie, la stéatose hépatique, c'est quelque chose de sérieux qui peut aboutir à la cirrhose. C'est un facteur de risque important de cardiovasculaire. Et les patients apnéiques ont associé à d'autres facteurs, hein, notamment les problèmes de diabète, de dyslipidémie, un risque important de développer une stéatose hépatique. Et on voit qu'en traitant ces patients avec une machine, en supprimant les apnées, on fait baisser les transaminases. Je ne dis pas qu'on prévient la stéatose, mais c'est un signe qui permet d'espérer qu'on puisse faire régresser les taux. Privation de sommeil, moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que dans des consultations de sommeil, première chose qui revient, c'est les gens qui dorment très peu.
des gens qui s'endorment à 1 h du matin, notamment des adolescents qui se lèvent à 6 h du matin, qui peuvent aller à l'école. Si en plus ces gens qui dorment peu font des apnées, la quantité de sommeil efficace va être réduite. Et ça a des conséquences importantes sur l'organisme. Il y a des modifications endocriniennes, mais il y a aussi une modification du comportement alimentaire. Peut-être que vous l'avez vous-même constaté. Si vous passez une mauvaise nuit, si vous passez une nuit sans dormir, le lendemain matin, vous avez davantage faim et vous allez manger davantage de substances à fort rendement énergétique, c'est-à-dire des glucides ou des lipides. Alors ça, on a fait l'expérience, notamment chez des souris, même chez des adolescents à qui on faisait des expériences de privation de sommeil, et on leur mettait devant eux un steak, une barre de Nutella, de Mars ou du Nutella, ils allaient choisir l'alimentation riche en glucides. Il y a une modification du tonus sympathique, parasympathique, à prédominance du tonus sympathique. Il y a une diminution de la tolérance au glucose. Vous voyez, c'est des chiffres quand même qui sont assez parlants. Entre 1960 et 2001, aux États-Unis, vous voyez que la proportion de jeunes qui dorment moins de 7 heures par nuit est passée de 15% à 37%. Et par ailleurs, on a eu un doublement de la prévalence de l'obésité. De même chez les adolescents, ici c'est une étude, c'est au Canada, vous voyez qu'il y a une relation en net entre les heures de sommeil et le poids. Si on regarde chez les patients, toujours chez ces jeunes qui sont en surcharge pondérale, quels sont les facteurs de risque associés à cette surcharge pondérale? Vous voyez que le faible revenu familial est ici, à 1,41, le faible niveau d'éducation parentale, 1,45, l'obésité parentale intervient, l'inactivité physique, on dit toujours c'est le manque de sport, vous savez que ça intervient pas tant que ça, vous voyez. La télévision, c'est ici, mais c'est surtout le manque de sommeil qui est l'élément déterminant majeur sur la surcharge. Si on fait des corrélations entre l'index de masse corporelle et la durée moyenne de nuit, vous voyez que ça fait une courbe en U et qu'il y a un nombre d'heures propices qu'il faut dormir. Les sujets qui dorment peu, ont un index de masse corporelle plus élevé, ça paraît logique, mais les sujets qui dorment beaucoup aussi. Alors ça, c'est moins clair. Peut-être qu'ils ont des anomalies, peut-être que ce sont des apnéiques ou des gens qui ont des troubles particuliers du sommeil. On peut schématiser l'effet de la privation du sommeil de la façon suivante. Les troubles du sommeil entraînent une fragmentation, des réveils fréquents, restriction de sommeil. Le sommeil est diminué à la fois en durée et en qualité. Les phénomènes d'hypoxie intermittente, tout ceci stimule le tonus sympathique, fait augmenter la cortisolémie, entraîne une résistance à l'insuline, une prise de poids et un diabète. Je pense que Norbert, tu es d'accord avec ça. Il y a des études qui le montrent. Vous voyez, si on dort moins de 5 heures, on a un risque plus élevé de développer un diabète type 2, même quand on ajuste sur différentes variables. Mais là aussi, on retrouve cette notion. Si on dort plus de 8 heures par nuit, le risque est encore plus important. Là, je n'ai pas d'explication. Peut-être que Norbert, tu vas pouvoir nous en trouver une. Pareil pour les complications cardiovasculaires, ceux qui dorment moins de 5 heures, vous voyez qu'il y a des autres ratios qui sont beaucoup plus élevés de développer des problèmes cardiovasculaires, quel que soit... c'est surtout vrai chez les jeunes, un peu moins à partir de 60 ans. Alors si on fait une expérience inverse, si on prend des sujets, qu'on les fait dormir davantage, des sujets à qui on enregistre la tension artérielle, la systolique, la dystolique. Un groupe, on les laisse dormir 6 heures par jour, et d'autres, on va leur demander de dormir, d'augmenter leur durée de sommeil de 2 heures. Et vous voyez qu'on arrive à faire baisser, ça c'est les chiffres tensionnels avant, et ça c'est les chiffres tensionnels après l'allongement de la durée du sommeil. Donc le fait de dormir davantage, on arrive à faire baisser les chiffres tensionnels, en dehors de toute modification thérapeutique. Sommeil et rein, il y a 2 néphrologues, là, ça c'est des infos que j'ai récupérées justement à Seattle. C'est un problème important dont j'avais sous-estimé l'importance.
Et les relations sont dans les deux sens. Hein. L'apnée du sommeil est un facteur de risque pour les maladies rénales. Et inversement, le fait d'avoir une maladie rénale, avec l'augmentation de l'urémie et les modifications du secteur de la surcharge vasculaire, va également entraîner des apnées. Les mécanismes passent par des phénomènes d'hypoxie cellulaire. Le rein, notamment la médullaire, tolère pas bien l'hypoxie avec des lésions d'inflammation et de fibrose, une atteinte tubulo-interstitielle. L'hypoxémie stimule aussi le système rénine-angiotensif intrarénal avec atteinte ici du glomérule et le système rénine-angiotensine systémique avec développement de l'hypertension artérielle et de la vasculopathie rénale. Diapositive suivante. Ça, c'est un sujet aussi intéressant, je vous en ai parlé à l'introduction. Vous voyez, quand on est debout dans la journée, on va accumuler du liquide au niveau des membres inférieurs. Et on va en accumuler davantage qu'on va avoir tendance à retenir l'eau, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, le syndrome néphrotique, l'hypertension sévère. Et le fait de passer de la position debout à la position allongée, cette partie du liquide, elle va se déplacer au niveau du cœur et au niveau du cou, avec une hypothèse qui peut réunir apnée centrale et apnée obstructive. On va voir que quand l'apnée va se mettre au niveau du cou, ça va augmenter le diamètre du cou et comprimer les voies aériennes supérieures. Et si ça se met au niveau du poumon, pour peu que le malade ait une fonction cardiaque un peu diminuée, ça va entraîner un subœdème et déclencher des phénomènes d'apnée centrale. Ça a beaucoup d'intérêt, on va le voir, hein, diapositive suivante. Et inversement, vous voyez, le déclin de la fonction rénale augmente la prévalence des apnées du sommeil. Vous voyez ici, c'est des patients qui ont une clairance supérieure à 60. Ici, c'est des maladies chroniques. Et ça, c'est des end-stage, c'est-à-dire, je pense, des malades dialysés. Et il y a une relation nette entre l'index d'apnée et d'hypopnée entre les deux. De même, entre la fonction rénale et le taux de patients qui ont des désaturations nocturnes. Et chez ces patients, cette étude illustre ce phénomène de rétention hydrosodée. Vous voyez, si on fait des dialyses en ultrafiltration, on a chez les patients apnéiques, vous voyez qu'on améliore leur index d'apnée d'hypopnée. Et il y a une relation assez nette entre les modifications de fluide à l'intérieur et l'index d'apnée et d'hypopnée. Alors ça a pas mal de conséquences, ça veut dire qu'il faut bien tirer du liquide au patient si on veut décongestionner. On dit qu'il faut également, les auteurs natifs disent qu'il faut mieux dialyser les patients quasiment tous les jours plutôt que 3 ou 4 fois par semaine. Ça a aussi comme conséquence, par exemple, si on fait un enregistrement du sommeil juste avant la dialyse, on va trouver beaucoup d'apnée. Et si on le fait après la séance de dialyse, on va en trouver moins. Et chose intéressante aussi, on redonne une architecture normale au sommeil chez les gens apnéiques. Les gens apnéiques ont moins de sommeil profond, moins de sommeil paradoxal. Et si on les ultrafiltre, vous voyez qu'on augmente la durée du sommeil paradoxal, et ça avec des valeurs de petit p significatifs. On augmente, ça le REM c'est le sommeil profond, hein, c'est le sommeil à ondes lentes, vous voyez on passe de 29 minutes à 44 avec un petit p très significatif. Donc on améliore le sommeil des patients en les dialysant. Il y a également, vous voyez, donc des modifications entre le contour du cou et le volume de liquide déplacé. Alors ça se mesure hein, par des techniques de bioimpédancemétrie, le liquide qui se déplace des jambes vers le haut du corps, et il y a une relation entre le tour du cou et le liquide déplacé, entre l'index d'apnée et d'hypopnée et le liquide déplacé chez les patients insuffisants rénaux dialysés. Diapositive suivante. On peut même, les gens là se sont amusés à faire des angio-IRM pour mesurer le volume de la jugulaire interne. Bon, ça c'est un peu de l'histoire, mais c'est pour montrer que chez les gens qui ont
Vous voyez, ici, c'est le volume de la jugulaire interne avant et après ultrafiltration. Et on peut même mesurer aussi sur l'IM l'eau péripharyngée avant et après. Diapositive suivante. Et chez des gens qui sont moins malades, je sais pas, notamment les femmes qui souffrent d'insuffisance veineuse, il y a donc à qui on met des bas de contention. Les bas de contention préviennent l'accumulation de liquide au niveau des jambes. Bon, on diminue la quantité de liquide déplacé, on diminue l'augmentation du tour de cou, et pour les patientes apnéiques, vous voyez, on fait passer l'index d'apnée de 48 à 31. Bon, ça n'équivaut pas à une machine, mais ça a quand même un certain intérêt. Et donc, on peut, chez des jeunes femmes, plutôt que d'aller leur mettre quelque chose d'inesthétique, et si on leur conseille le port de bas de contention, c'est peut-être plus sympathique. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais chez des patients qui sont pas très atteints, chez des patients modérés, chez des patients qui refusent la machine ou qui ne la tolèrent pas, on peut s'orienter sur des traitements combinés, c'est-à-dire associant par exemple une orthèse, une chirurgie ORL, des bas de contention. On peut essayer de passer le cap et corriger ces phénomènes d'apnée. On va parler du traitement. Donc ça, c'est le traitement standard de référence, la pression positive continue. Vous avez tous vu ces machines avec ces masques. La machine agit en fait comme une prothèse pneumatique. Elle mesure le débit aérien, elle détecte quand le débit baisse, elle va augmenter, la turbine va tourner davantage pour maintenir une pression suffisante pour maintenir les voies aériennes. Si on s'amuse à faire des coupes scanners, on voit que quand on augmente la pression de fonctionnement de l'appareil, les voies aériennes supérieures restent ouvertes. Alors, les gens nous disent « jamais je vais supporter ça ». Si on prend 100 malades à qui l'indication est bien posée, comme tout traitement, il y a 15% qui vont partir en courant et qui vont me dire « je ne veux pas de cette machine ». Et sur les restants, il y en a 20% qui vont arrêter leur traitement à 3 ans. Mais il y a à peu près 70% qui vont poursuivre le traitement. Alors, ce n'est pas 100%, mais si vous comparez ça au traitement de l'asthme, au traitement de l'hypertension, c'est une observance qui est quand même, je dirais, pas mal. Alors l'observance, elle est meilleure chez les malades les plus sévères, les malades qui sont fatigués, qui sont symptomatiques, et les malades à qui on explique bien le traitement. L'orthèse d'avancée mandibulaire, vous voyez, ce sont des sortes de gouttières. Le but étant de propulser la mâchoire inférieure pour libérer les voies aériennes supérieures, ou tout au moins s'opposer à la bascule en arrière lors du sommeil et des phases de relâchement musculaire. Elles sont réalisées en matière plastique, il faut prendre un moulage, il y a des biellettes de réglage, on avance progressivement, puisque si on tire d'un coup, ça va faire mal, le patient va bien le supporter. Le problème avec l'orthèse, c'est il faut vérifier par un enregistrement qu'on a corrigé le problème. Les machines, elles ont un autocontrôle, elles nous disent s'il reste de l'apnée ou s'il n'y a plus d'apnée. Ici, on n'a pas de contrôle, et donc un patient peut se sentir amélioré alors qu'il reste de l'apnée. Les orthèses sont efficaces chez les femmes minces et donc qui ont des apnées qui s'aggravent quand elles passent en décubitus dorsal. Ça, ce sont des bonnes indications, et chez les patients qui ont des index d'apnée pas trop importants. L'efficacité de la machine est de 95% à peu près, sauf problème technique, ça marche toujours. Ici, on est autour de 60-70%. Alors il y a des patients qui ont les deux, qui veulent les deux, qui ont la machine en semaine, et le week-end, quand ils vont chez leur maîtresse, ils vont chez Régine Arnaud pour demander quelque chose de plus sympathique. Les traitements à visée ORL. Alors je pars toujours sous le contrôle des ORL. Moi, je les classe en deux types. Il y a les traitements que je dirais qui s'adressent à des cas légers ou qui aident à supporter les machines.
Le principe étant que tout ce qui va améliorer la perméabilité des voies aériennes va diminuer l'index d'apnée d'hypopnée et va favoriser la tolérance de la machine. La radiofréquence, ça s'adresse aux ronfleurs, mais il y a des ronfleurs qui peuvent en bénéficier. Des ronfleurs avec des index d'apnée d'hypopnée modérés peuvent tirer avantage de cette technique. Après, il y a les techniques de redressement de cloison, l'enlèvement de polypes, la désobstruction en général des voies aériennes supérieures va faire en sorte que chez les patients avec des index modérés, on peut gagner, on peut éviter une machine, ou on peut faire en sorte que la machine soit mieux tolérée. Parce que la machine en elle-même, elle va brasser une quantité d'air qui va dessécher, qui va entraîner parfois des phénomènes de rhinite, et donc avoir besoin du recours à l'ORL. Alors, ces traitements, ils peuvent, je ne dis pas qu'ils vont remplacer une machine, mais chez des patients qui sont intolérants à la machine, en associant ces techniques-là, en mettant des barres de contention, en rajoutant un diurétique, on peut arriver à gagner sur l'index d'apnée d'hypopnée. Diapositive suivante. Alors ça, c'est les traitements chirurgicaux à visée curative, je dirais. Ça se fait quasiment pas. Je pense que les ORL sont d'accord avec moi, sauf en cas de malformation évidente du massif facial. L'intervention plus souvent pratiquée, c'est l'UVPP, qui consiste à enlever le voile du palais, l'amygdale, les piliers, parfois une partie de la langue. Le succès dépend du site de l'obstruction. Vous voyez, si on enlève tout ça et que le malade se bouche, le phénomène d'obstruction est dessous, le résultat ne sera pas très bon. Et on a un espoir de mieux sélectionner ces malades-là grâce à la technique d'endoscopie de sommeil, où il passe carrément à laryngoscope. L'anesthésiste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du diprivant, il endort le malade et on voit exactement ce qui se passe. Nous, on le voit quand on fait des endoscopies. Dès qu'on passe de diprivant, chez les patients apnéiques, ils se mettent en collab leurs voies aériennes. Les indications thérapeutiques, chez les patients les plus sévères, c'est la machine. On leur propose une orthèse si ils sont intolérants ou ils refusent. Chez les patients légers à modérés, on sera d'autant plus agressif sur le traitement qui a un risque cardiovasculaire, c'est-à-dire si un patient a déjà 2 stents coronariens, qu'il est diabétique, qu'il a un long passé de dyslipidémie, qu'il a des plaques sur les carotides. D'où l'intérêt de bilans complémentaires complets. Moi, je demande systématiquement la mesure de l'intima médial, la mesure ambulatoire de la tension artérielle, l'échographie cardiaque avec la mesure également de la fonction dystiodique. Et si on a des anomalies du bilan cardiovasculaire, on va être plus interventionniste, de même que pour les troubles métaboliques. Sinon, c'est le domaine de l'orthèse d'avancée mandibulaire associé aux différents traitements de chirurgie ORL. Et on s'oriente de plus en plus vers des traitements combinés pour les patients, même les patients graves qui refusent ces traitements-là. La chirurgie ORL, les orthèses, les diurétiques chez les patients hypertendus, les bas de contention et l'exercice physique. L'exercice physique parce que le simple fait de marcher va prévenir cette accumulation de liquide dans les membres inférieurs. La chirurgie bariatrique. Je ne vous décris pas les techniques, l'équipe de Jean-Claude nous l'a fait assez souvent. C'est des patients soit BMI à plus de 40, soit à 35 avec des comorbidités, dont le bilan cardiovasculaire. Les résultats maintenant sont bons. Le fait qu'on place maintenant la chirurgie bariatrique au même titre qu'une thérapeutique antidiabétique, antihypertensive. Diapositive suivante. Vous voyez, et les résultats ici, ce sont des résultats d'une méta-analyse sur l'index d'apnée d'hypopnée. Il y a toute une série de patients, c'est des patients qui avaient, vous voyez, des index d'apnée d'hypopnée à 55, c'est-à-dire beaucoup, c'est des patients graves, et après la chirurgie tombée à 15. Donc ça permet, à 15, ça permet de retirer une machine.
Et à 15, on peut s'aider d'une chirurgie ORL, d'une orthèse, de bas de contraction. Diapositive suivante. Oui, dans cette autre série, vous voyez, il y a, c'est des patients 40 ans, IMC, c'est des patients plus gros, hein, IMC 50, 47, 40% d'apnée du sommeil. Vous voyez que dans 80, ici, ils avaient quasiment tous guéri, c'est-à-dire guéri, c'est quand on enlève la machine. Et je n'ai pas présenté les données, mais ça doit être pareil pour le diabète, ça doit être pareil pour l'hypertension. Les malades que je revois, ils n'ont plus l'insuline, parfois ils n'ont plus l'insuline, ils n'ont plus la machine, leur antihypertenseur, ils en avaient 3 ou 4, ils n'en ont plus. C'est une technique qui est efficace sur le plan de la mortalité. Ici, je crois que c'est la sleeve, hein, Jean-Claude, ça. Ici, c'est le bypass, donc le bypass semble ici plus efficace que la sleeve, mais vous voyez que... Ici, vous voyez que la mortalité chez les patients opérés, elle est nettement meilleure que chez les patients contrôlés. Vous voyez, c'est sur un recul de 16 ans. Hein. Diapositive. Alors, je vais terminer, parce que je vois que vous en avez marre, par une diapo un peu négative, et puis une un peu plus optimiste. Vous voyez que quand on a des apnées du sommeil, on a un risque également plus important de développer des cancers. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Vous voyez, là, c'est une cohorte de malades qui a été suivie pendant 25 ans. Ici, c'est le pourcentage de survie et c'est des mortalités par cancer. Pas cancer du poumon, hein, cancer tous organes confondus. Ceux qui n'ont pas d'apnée du sommeil, vous voyez, ils sont là. Ceux qui ont entre 5 et 15, ils sont là. Ceux qui ont entre 15 et là. Et ceux qui ont un index d'hypopnée à plus de 30, ben, ils ont carrément une mortalité supérieure. Donc c'était vraiment, c'était ajusté sur le... Et ça, c'est le côté optimiste. Je vous ai parlé que les apnéiques avaient une dysfonction sexuelle assez fréquente. Et ça, c'est l'étude d'une nuit chez un patient. La première partie de la nuit, il a dormi sans machine. La deuxième partie, on lui a mis une PPC. Ça, c'est les phases de sommeil. Ça, c'est le taux d'oxygène, la saturation. Ça, c'est les apnées et l'hypopnée, le pouls. Et ça, on a mesuré le diamètre du pénis au sommet et à la base. Ça mesure les érections. Ne souriez pas, messieurs. Vous voyez que quand on fait des apnées, ben, on ne rêve pas beaucoup. On a des érections physiologiques durant les phases de sommeil paradoxal. Ici, vous voyez, ce n'est pas terrible. Là non plus, ce n'est pas terrible. Et quand le patient met sa PPC, d'abord, il rêve davantage. Et vous voyez, il a des érections. Ici, ça fait bien 1 heure. Hein. Donc... Avec la machine. Mais quand on enlève la machine... Diapositive suivante. Alors tout ça, c'est très compliqué. Vous voyez, c'est très compliqué. Il y a des flèches partout. L'apnée, l'obésité, le foie, l'insuline, le muscle, l'athérome. Et vous savez que si on supprime l'apnée en mettant une machine, ben, on ne va pas tout supprimer, on ne va pas diminuer complètement le risque cardio-métabolique. Donc il faut prendre en charge les malades de façon complète. Diapositive suivante. Il faut donc s'occuper des apnées avec la PPC, la chirurgie, l'orthèse, les diurétiques, les séances d'hémodialyse. Suivante. Il faut traiter l'obésité avec la diététique, l'endocrinologue, le chirurgien. Diapositive suivante. Il ne faut pas négliger aussi les médicaments qui agissent après, hein, notamment les statines et les bêta-bloquants qui agissent sur toute la cascade des médiateurs. Suivante. Et enfin, pour terminer, il faut faire du sport. Alors là, vous me reconnaissez tous, hein, mince, svelte. Alors ça, cette diapositive n'est pas la bonne parce que, et là je parle aussi sous le contrôle de Norbert, c'est pas le sport intense et bref qui est favorable à tout ça, c'est plutôt les activités modérées et prolongées. Diapositive suivante, voilà, tu peux cliquer plusieurs fois. Alors, si vous voulez être en forme, il faut bouger, il faut bien manger et également bien dormir. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, que je ne vous ai pas embêté.